Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. De l'uniforme à la Marseillaise, en passant par la refondation de l'instruction civique, Emmanuel Macron a redit que l'école était la mère de toutes les batailles. On décryptera avec nos invités l'allocution du président hier, mais nous parlerons aussi de Parcoursup qui démarre ce mercredi. C'est en effet le début des vœux pour les lycéens qui retrouvent cette plateforme pour le meilleur et parfois pour le pire. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Les attentes patriarcales pèsent aussi sur les petits garçons. Et oui, Tiffany Cooper propose de les déconstruire avec humour. Elle est l'invitée de la seconde partie de ce JT. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invité est le chanteur et ancien candidat de la Starac, Mario Baraveka. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Emma Ferret. Bonjour Emma. Bonjour. Alors on démarre ce journal avec la conférence de presse du président de la République hier soir. Emmanuel Macron a résolument axé son propos sur l'école et plus exactement sur le réarmement civique selon ses mots. Oui, 2h20 de prise de parole du président qui a voulu donner raison à son expression « L'école est la mère de toutes les batailles ». Plusieurs annonces concernant la jeunesse et l'éducation, mais finalement rien de très nouveau sous le soleil. La confirmation d'un test de l'uniforme dans une centaine d'établissements avant une potentielle généralisation en 2026, si l'expérimentation fonctionne. Le doublement également du volume horaire d'instruction civique. Alors c'est un terme volontairement daté et choisi par le chef de l'État. Pour rappel, on parle depuis 2015 d'enseignement moral et civique. Ce doublement d'heures, Elisabeth Borne l'avait annoncé déjà en juin dernier. Le président s'est aussi dit favorable à l'apprentissage de la Marseillaise à l'école. On peut aussi, depuis 5 ans, l'apprendre. Et il est également possible maintenant d'avoir une cérémonie de remise de diplôme. Mais ces cérémonies sont elles aussi présentes depuis quelques années dans une centaine d'établissements. Emmanuel Macron a aussi parlé de la limitation des écrans sans préciser exactement comment. Il faudra attendre fin mars pour avoir plus de détails concernant ces mesures. Et enfin, il y a évidemment l'éternel sujet du service national universel qui est revenu sur la table. Là encore, rien de nouveau. Il confirme, comme Gabriel Attal et Elisabeth Borne avant lui, la généralisation du SNU pour les classes de seconde. L'exécutif reviendra sur ce point dans les semaines à venir. 2 annonces seulement ont semblé sortir du lot. Et parmi cette longue liste de mesures déjà prises, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place de cours de théâtre obligatoires au collège et au lycée, ainsi que des cours d'histoire de l'art. Un recentrement, il semblerait, sur ce qui fait la grandeur de la culture française. Interrogé sur ces mesures, Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, a réagi au micro de Sonia Princet sur France Inter ce matin. C'était surtout beaucoup de réchauffé. Il y a beaucoup de choses qui sont plus de l'ordre de la communication politique ou du symbole que vraiment d'une politique forte. C'est très sympathique de dire il faut faire plus d'enseignement civique, il faut faire des cours de théâtre obligatoires. Il faut nous expliquer avec quel professeur, sur quel créneau et quelle discipline on va supprimer pour mettre ça en place. On pense que Emmanuel Macron devrait lire les programmes, ça peut être intéressant puisqu'on apprend déjà la Marseillaise à l'école primaire, c'est déjà dans les programmes et les cérémonies de remise de diplôme, en fait, ça se fait déjà souvent et ça n'a absolument rien changé au système éducatif. On pense par exemple que le fait que brevet conditionne le passage direct en seconde a beaucoup plus d'impact que le fait qu'il y ait une cérémonie de remise des diplômes du brevet. La réaction de Jean-Rémy Girard, président du SNALC. Et après le réarmement civique, le président a parlé de réarmement démographique. Emmanuel Macron a réagi aux derniers chiffres de la natalité en France dont on parlait hier. On l'écoute. La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Réarmement démographique, un terme qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. L'historienne Mathilde Larère qui parle par exemple d'une faille temporelle, un réarmement démographique qui donne, dixit, envie de se ligaturer les trompes, ou encore un choix des mots puants et violents, comme le choisit la journaliste Maëlle Lecor, excusez-moi. Et donc une de ces mesures dans le grand plan de lutte contre l'infertilité sera le remplacement de l'actuel congé parental, limité à 3 ans mais trop peu utilisé selon le président. Eh bien, il sera
remplacé par le congé de naissance, limité lui à 6 mois, mais mieux indemnisé. Une conférence de presse qui a eu lieu sous les yeux des ministres du gouvernement et l'une d'elles était particulièrement scrutée, vous vous en doutez, c'est Amélie Oudéa-Castéra. Après la polémique sur la scolarisation dans l'établissement privé de ses enfants et les huées lors de sa visite de l'école Littré hier, la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux Olympiques était particulièrement tendue hier soir. Alors le chef de l'État reconnaît sa bourde mais pardonne. La ministre a eu un propos public qui a été maladroit. Elle s'en est excusée. Elle a bien fait. J'ai plutôt de l'indulgence parce qu'il m'est arrivé d'avoir des propos au tout début de mes responsabilités politiques qui avaient blessé. Quand on blesse, surtout sans s'en rendre compte, on a raison de s'excuser. Amélie Oudéa-Castéra qui semble avoir ouvert la boîte de Pandore. En effet, un rapport rendu public par Mediapart met en cause les pratiques de l'école privée catholique Stanislas, où sont justement scolarisés les enfants de la ministre. Le rapport en question, rendu par l'inspection académique, fustige l'établissement d'élite. Entre les mains de Gabriel Attal, depuis août dernier, le ministère n'avait pas voulu le rendre public. Et pour cause, des messes imposées à tous les élèves, la promesse de l'enfer et de la damnation pour les élèves non baptisés, des cours où l'on entend fréquemment des propos homophobes ou anti-avortement, ce qui est puni par la loi. Il y a également des cours à la sexualité où on évoque les dangers de la contraception chimique et où on fait volontairement l'impasse sur les infections sexuellement transmissibles. Alors selon le rapport, les dérives de l'établissement sont contraires au contrat qui le lie à l'État. Et invitée de Télématin aujourd'hui, la ministre a réagi. Je n'ai pas ce rapport, j'en ai eu une courte synthèse parce que, ayant été mise en cause sur ces sujets-là, c'était normal de comprendre ce qui était reproché à l'établissement, a répondu Amélie Oudéa-Castéra à Thomas Soto. Alors un plan d'action de 15 mesures sera suivi avec toute la rigueur nécessaire, affirme-t-elle. Autre dossier désormais traditionnel pour le ministère de l'Éducation, mais surtout pour les élèves et leurs familles, l'inscription des premiers vœux sur Parcoursup qui a démarré aujourd'hui. Et oui, top départ pour les inscriptions des lycéens et autres étudiants. Si la plateforme est désormais plus familière à certains, elle est encore synonyme de casse-tête pour d'autres. Alors à tel point que compenser l'opacité de Parcoursup, c'est devenu un métier, comme pour Nagui Béchichi, cofondateur de Subtracker. On l'écoute expliquer le principe. C'est un outil gratuit d'aide à l'orientation qui va permettre d'analyser facilement et sous une forme visuelle des données open data qui éclairent en effet sur les pratiques de recrutement des formations dans Parcoursup. Donc ça veut dire essayer de voir pourquoi un tel a plus de chances d'être pris dans telle filière ou moi avec mon profil, à quoi je peux prétendre, c'est ça ? C'est ça, c'est ce que les utilisateurs peuvent décrypter grâce à l'outil, mais ça va être surtout quel a été le profil des candidats à telle et telle formation et aussi le profil des candidats qui ont été admis. Donc de cette manière, on peut en effet tirer des enseignements sur son propre projet d'orientation. Nagui Béchichi, spécialiste de l'économie de l'éducation, avec Mathilde Munoz sur France Inter ce matin. Un outil donc qui est basé sur des données publiques et qui permettra peut-être d'en aiguiller quelques-uns pendant leurs inscriptions. L'allocution du président de la République ainsi que les vœux de Parcoursup qui ont donc démarré aujourd'hui, ce sera l'objet de notre question du jour dans le Grand JT dans quelques instants. On termine avec une autre information médias et gouvernement, pour le moins étonnante. Gabriel Attal va jouer dans une série. Eh bien oui, l'ancien ministre de l'Éducation incarnera son propre rôle dans la série Askip de France Télévisions. Donc il y aura un épisode consacré au harcèlement scolaire dans la série qui met, je le rappelle, en scène 12 collégiens et les sujets qui ponctuent leur vie. Donc en fait, c'est après avoir révélé le harcèlement dont il a lui-même été victime que la production l'a démarché et lui a proposé, donc il était encore ministre de l'Éducation à ce moment-là, lui a proposé d'incarner le rôle qui avait été spécialement écrit pour lui. Et il a bluffé la production apparemment. Et apparemment, sacré jeu d'acteur, selon un des membres. Et pour ceux qui s'en inquiètent, Gabriel Attal a bien pris sur ses week-ends pour tourner les scènes en question. C'était un jour off dans l'agenda du ministre. Merci Emma. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire, son histoire, ses droits, ses devoirs, sa langue, son imaginaire. Et cela dès l'enfance. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron hier soir. Marseillaise, uniforme, refonte de l'instruction civique, SNU, mais aussi théâtre et histoire de l'art. Annonce ou simple redite des chantiers déjà lancés. Le président Macron a confirmé sa volonté de réarmement civique, langage qui lui est cher, et tout cela la veille du retour des vœux de Parcoursup, terreur pour les uns, ou alors formalité pour les autres, autant pour les élèves que pour les parents. Eh bien, on décrypte tout cela avec nos invités en plateau. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Marine Hilario. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de rubrique lycée Parcoursup à l'étudiant. Face à vous, Gwen Thomas-Alves, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de l'Union syndicale lycéenne. Et également par Skype, Didier Georges, bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du SNPDEN. J'aimerais vous faire réagir évidemment après les 2h20 d'allocution du président Emmanuel Macron hier soir, dont près de la moitié ont été consacrés à l'éducation. Peut-on parler de nouvelles annonces ? On a plutôt l'impression qu'on est on est un retour vers la Troisième République, hein, les annonces sur la tenue vestimentaire, l'instruction civique, hein, qui est le terme qui était celui en vigueur à cette époque. Non, alors elles sont pas vraiment nouvelles non plus, parce que l'ex-ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, en avait déjà parlé, et le président n'a fait que confirmer. Il a annoncé quelques nouveautés, en revanche, sur l'instruction civique avec le doublement du temps. Il va falloir quelques moyens pour cela, parce que nous sommes déjà, nous, en train de préparer la rentrée 2024, et on a déjà avancé un petit peu sur cette question. Alors, suite à la polémique, évidemment, autour de Amélie Oudéa-Castéra, le président a évoqué le problème de paquets d'heures, je cite, non remplacés, qui sera donc une des priorités du gouvernement. On va, je cite encore, continuer à s'attaquer avec force aux heures non remplacées dans les écoles, récusant par ailleurs tout conflit entre l'école publique et l'école privée. Une réaction ? Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec les propos du président, et on ne l'est pas, hein, syndicalement, évidemment, je porte une parole syndicale. D'abord, le remplacement de longue durée, celui des professeurs toujours pas nommés ou des professeurs pas remplacés sur des congés longs, et donc ce qui incombe à l'État, n'est pas aujourd'hui très opérationnel. Il y a encore plein d'établissements où tout le monde n'est pas remplacé, et ça, c'est pas de la compétence de l'établissement, c'est de la compétence des services déconcentrés et de l'État. Et par ailleurs, aujourd'hui, enfin, il a dit, hein, je crois que le problème était réglé du remplacement long, mais c'est pas du tout la réalité du terrain, et c'est pas du tout ce que le SNPDEN mesure auprès de ses adhérents. On a conduit une enquête en décembre qui démontre tout à fait autre chose. Donc ça, c'est pas fait. Et puis par ailleurs, il y a la difficulté aujourd'hui du recrutement, elle est sur le vivier, hein. On n'a pas aujourd'hui de ressources humaines suffisamment importantes pour pouvoir absorber et les remplacements et les créations de postes nécessaires à toutes les annonces qui ont été faites récemment par et le ministre Attal et le président hier. Alors, du côté de l'Union syndicale lycéenne, justement, Gwen Thomas Alves, qu'est-ce que vous retirez de cette allocution hier soir ? Est-ce que vous avez l'impression, à l'instar de Didier Georges, qu'effectivement, tout le problème des heures non remplacées, effectivement, est toujours latent et que les absences de longue durée restent toujours un problème ? Non, bien sûr, nous, ce qu'on remarque, c'est que notamment dans les académies où c'est le plus compliqué, je pense à Créteil, dans les Dom-Tom, à Marseille-Nord ou alors à Versailles, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui, malheureusement, doivent s'absenter, qui est normal, hein, comme tous les êtres humains, mais qui par contre ne sont pas remplacés. Et donc effectivement, on l'a très bien dit, hein, c'est de la compétence de l'État et des académies, et non pas des professeurs qui font très bien leur travail et qui le font même encore mieux que ce qu'ils devraient le faire, puisqu'ils sont mal payés pour faire énormément d'heures, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens au sein de l'éducation nationale. Et donc les annonces qui ont été faites hier sont en total désaccord avec nos principes à nous, puisqu'en plus de ça, ça retourne en fait sur une thématique de l'ordre et de l'autoritarisme portée par Emmanuel Macron. La Marseillaise, le port de l'uniforme, le SNU, la cérémonie de remise de diplôme. Alors tout ça, bon, on le savait déjà, hein, on l'a dit, hein, c'est pas forcément de nouvelles annonces, donc c'est une continuité. Il y a 2 nouvelles annonces sur le théâtre et sur les arts plastiques. Mais est-ce que pour vous, c'est une volonté, Marine Hilario, de marquer davantage sa position à droite pour le président de la République ? Alors, ça va être compliqué pour moi de me positionner et de faire une réponse politique. C'est pas, je suis pas assez calée, je pense, pour vous faire une réponse marquée. Après, ce qui est sûr, c'est que ça montre aussi la volonté que l'éducation reste une priorité et au niveau du président et du Premier ministre. Et c'est là où on peut se poser aussi la question où se situe la ministre de l'Éducation nationale ici, voilà, à la limite. Mais est-ce que c'est une position marquée à droite ? On peut le penser, effectivement. Après, avoir effectivement, comme on le disait tout à l'heure, dans les faits, comment ça va être mis en place, et notamment en termes de vivier d'enseignants. C'est un peu ça aussi la question qu'on se pose. La NUPES hurle d'un côté, le RN se réjouit de l'autre, notamment avec le retour de l'instruction civique, hein, qu'on avait débaptisée, appelée jusqu'alors éducation morale et civique. Le président parle même, Didier Georges, de réarmement civique. Vous comprenez ? On ne peut pas s'opposer à l'idée. On ait envie de retransmettre les valeurs de la République, parce que je crois que c'est surtout à ce niveau-là que ça se joue, à l'ensemble des élèves du système scolaire. Alors après, il faut le faire d'abord dans les règles nationales, et la question de l'école privée
va sans doute aussi se poser, puisqu'elle n'est pas toujours en corrélation avec ces valeurs de la République, en tout cas l'école privée sous contrat, celle qui est financée par l'État, évidemment. Donc ça va se poser de ce niveau-là, et puis ça va se poser, encore une fois, et pardon d'insister sur ce point, je n'appartiens pas à un syndicat qui prône toujours les moyens, mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour rajouter une demi-heure d'instruction civique en 5e, 4e et 3e, il faudra créer 2500 équivalents temps plein dans une discipline qui peut être l'histoire géo, mais pas exclusivement. Et à l'heure qu'il est, je pense qu'on n'a pas les moyens humains de le faire. Donc, sauf à ce qu'on nous sorte, j'allais dire, du chapeau une autre façon de faire, mais à l'heure qu'il est, techniquement, c'est 96 000 divisions, à raison de 0,5 heures par semaine en plus, puisque à l'heure actuelle, on faisait déjà 0,5 heures d'éducation morale et civique. Il va falloir trouver 2500 enseignants pour compléter tout cela. Oui, le problème d'attractivité du métier, en fait, d'enseignant se pose encore davantage. On a l'impression qu'effectivement, Emmanuel Macron a tout de suite voulu parler de cette problématique, de ce désir, effectivement, de la cause de l'école qui, pour lui, est la mère des batailles, hein, dit-il. Mais effectivement, comment va-t-il remplacer ces professeurs absents? Comment va-t-il remplacer, effectivement, ces professeurs qui n'ont plus envie, finalement, qui ne sont plus attirés par ce métier? Est-ce que c'est la réaction que vous avez aussi de beaucoup de vos confrères? Oui, bien sûr. La difficulté pour nous, c'est que les mises en œuvre techniques, alors souvent elles sont difficiles à mettre en application, mais on s'en sort toujours. Les personnels de direction ont une vraie flexibilité et de ce point de vue, je crois qu'on est assez exemplaires. On est des fonctionnaires, on fait souvent, ou même on fait ce que l'État nous demande de faire. On a un problème idéologique là avec les groupes de niveau, parce que ça c'est tout à fait, j'allais dire, contraire aux valeurs que le syndicat national des personnels de direction porte. Et puis surtout, c'est un vieil outil qu'on utilisait dans les années 70-80 et qui a été abandonné faute de résultats. Donc y revenir nous interroge beaucoup. On est extrêmement sceptique sur ce point. Ça veut dire stigmatiser les élèves les plus en difficulté, ça veut dire ne pas utiliser l'effet moteur des bons élèves dans une classe où il y en aurait des plus en difficulté. On est tout à fait sceptique sur cette question. Mais pour le reste, de toute manière, toutes les mesures qui permettent de faire avancer la société, d'améliorer, j'allais dire, le respect de la vie en commun, de la vie en société, du vivre ensemble, même si je n'aime pas trop cette expression, tout ça, et tout ce qui permettra de l'améliorer, de le faire, tout ce qui permettra aussi d'améliorer la performance scolaire de nos élèves, on y est de fait favorable. Alors on a quelques réserves parce que les dispositions qui sont annoncées à la fois par l'ex-premier ministre Gabriel Attal et le président hier soir sonnent un peu Troisième République et on attend de voir, en particulier même sur le SNU, puisque le SNU obligatoire impliquerait que ça se passe sur le temps scolaire, puisque les capacités d'hébergement pour accueillir l'ensemble des élèves de seconde ne sont pas suffisantes. Donc il faudra le faire sur temps scolaire pour récupérer de la capacité d'hébergement. Et si on le fait, ça veut dire qu'on prive encore les élèves d'enseignement, alors que j'avais l'impression que la volonté du ministre précédent était au contraire de mettre encore plus les élèves en classe et en salle pour faire améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Merci beaucoup, merci Didier Georges d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT pour pouvoir réagir effectivement à l'allocution du président de la République hier soir. J'espère que vous viendrez sur ce plateau pour pouvoir détailler toutes ces annonces, mesures et autres effets de l'arrivée, parce qu'on peut encore parler d'arrivée d'Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation. Merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre parce que annonce ou confirmation des différents chantiers qui attendent l'école, il y en a un qui démarre à nouveau, je dirais, aujourd'hui et qui fait parler depuis sa mise en place, c'est Parcoursup évidemment. Top départ ce matin pour les vœux. Alors Parcoursup, c'est un sujet d'angoisse encore pour beaucoup. Écoutez François de Singly, sociologue et professeur émérite de l'Université de Paris-Descartes qui en plaisantait ce matin. Mais le fait qu'aujourd'hui, même les familles qui étaient tranquillement non mais que leur enfant et tout le monde est angoissé. Parcoursup est un frein à la natalité de manière énorme. Un frein à la natalité, lequel des deux veut réagir? Parce que bon, évidemment ça fait sourire mais c'est pas si drôle. L'un ou l'autre? Oui, c'est vrai que c'est peut-être
petit peu excessif, moi je dirais, mais par contre c'est vrai que quand on regarde le dernier baromètre Parcoursup sur la session précédente, il y avait 83% des néo-bacheliers qui se disaient stressés par la procédure. Donc c'est vrai que c'est une réalité, ça stresse tout le monde, ça stresse beaucoup. Je pense aussi les parents, peut-être parfois même plus que les élèves eux-mêmes. Mais à côté de ça, on se rend compte aussi que finalement la procédure fonctionne plutôt. Il y a toujours des choses à améliorer, toujours des choses... Mais je pense que quand on regarde un petit peu comment se passe la procédure de manière globale, finalement, pour la majorité des candidats, ça se passe bien. Donc je pense qu'il faut aussi essayer le plus possible de rassurer aussi quand même les élèves. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, Gwen Thomas-Alves ? Pour le coup, tout dépend. Si on se base sur une logique libérale qui vient à dire en fait que les compétences de l'État doivent être absorbées par autre chose que l'État lui-même, effectivement, oui, dans ce cas-là, ça marche très bien. Sauf que nous, on considère que quand on est bachelier, on doit accéder à l'université. Et dans ce cas-là, ce qu'on remarque, c'est que ça n'arrive pas dans tous les cas. On a 90 000 personnes qui se retrouvent sans vœux à la fin de la phase principale. Et ensuite, c'est 160 000 personnes chaque année qui se réorientent, notamment parce qu'elles ne sont pas satisfaites de la formation dans laquelle elles ont été assignées par Parcoursup. Et oui, c'est vrai que c'est toujours synonyme d'angoisse et d'opacité. Cette opacité dont on parle, est-ce qu'elle a été réglée ? Parce que maintenant, Parcoursup a près de 5 ans, il me semble. Est-ce qu'on est un peu plus clairvoyant, un peu plus transparent sur ce qu'on y trouve ? Il y a beaucoup plus d'informations qu'au début, ça c'est clair. Les formations du supérieur, elles font des efforts aussi pour mettre au maximum d'informations, notamment sur la manière dont elles vont sélectionner les candidats, en tout cas quand elles sélectionnent. Oui, parce que l'opacité, elle est sur le problème de la sélection, elle n'est pas sur la présentation des formations. Et c'est ça aussi, je pense, qui est important de rappeler, c'est que c'est pas forcément Parcoursup qui est opaque, mais plus la manière dont les formations du supérieur vont sélectionner. Et sur ça, c'est pas encore totalement transparent, soyons clairs. On ne sait pas encore avec exactitude et certitude qu'est-ce qu'il y a dans les outils qui sont utilisés par les formations du supérieur pour trier les candidatures. On ne peut pas dire avec exactitude c'est ça, ça, ça. Maintenant, sur Parcoursup, il y a quand même des tas d'informations où les formations indiquent quels sont les critères ou en tout cas les éléments qui vont importer dans la candidature pour telle ou telle formation. Quels sont les critères ? Comment ça ? De manière générale, qu'est-ce qu'on retrouve de manière générale quand on est étudiant, quand on se dit qu'on est en première terminale, enfin terminale c'est les vœux, mais on commence en seconde Parcoursup si on veut s'initier à cette plateforme, quels sont les critères essentiels pour se dire, voilà, moi je veux aller vers tel endroit, telle formation, qu'est-ce qu'il faut que je mette en premier ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est vraiment très variable d'un établissement à l'autre, même pour une formation qui va être similaire. Par contre, il faut se le dire, clairement, le plus gros des critères, ça va être les notes qu'on a, les bulletins en première et en terminale. C'est ce qui est en général regardé en premier par toutes les formations. Oui, mais si avec ça, il n'y aurait pas les témoignages de tel étudiant qui ont 19 de moyenne et qui se disent « j'ai jamais eu les vœux que j'ai prononcés, je n'ai eu que le dernier ». Et on le retrouve maintes et maintes fois en témoignage. Oui et non, parce que si il y a beaucoup plus de candidats avec 19 de moyenne, en fait avec votre 18, qui est une note excellente, et ça, il ne faut pas le remettre en cause du tout, et bien en fait, vous avez peut-être beaucoup plus de gens qui ont 19. Et donc là, il y a un autre problème qui est encore en dehors de Parcoursup, c'est cette question de l'inflation des notes. Est-ce qu'il y a vraiment cette inflation ? Mais si effectivement on se retrouve avec 200 000 candidats avec 18,5 et que vous avez que 18, entre guillemets que 18, forcément vous allez passer après. Et donc c'est ça aussi qui est compliqué et qui est-ce que réellement, est-ce que c'est la réalité, parce que la réalité de penser qu'il y a la majorité des étudiants ont 19 de moyenne et n'ont pas pu avoir leur sélection parce qu'ils sont nombreux à avoir 19 de moyenne, pardonnez-moi, je doute absolument pas de vos propos, mais enfin, je doute quand même de la globalité. J'aimerais comprendre le système. En fait, quand on a, moi ça m'arrive d'interroger par exemple des classes préparatoires aux grandes écoles, très clairement dans certaines filières, les résultats par exemple en mathématiques sont excellents et sur les 100, 200, 300 premiers candidats, c'est du 19 ou du 20 de moyenne. Donc quand les prépas par exemple vous disent ça, effectivement, on se dit « Ah oui, donc on en est là ». Vous avez un avis sur la question ? Non, moi je pense qu'il n'y a pas un vrai problème d'inflation des notes. Le vrai problème, c'est qu'il manque aujourd'hui des places à l'université. Nous, on en demande 150 000. Et à partir du moment où on ouvrira les portes de l'université, à ce moment-là, les gens arriveront tout simplement à aller à l'université. Là où ils veulent, en fait. Tout à fait, oui. Parce que si jamais moi je veux faire des études de sociologie, que je me retrouve dans des études de physique, je ne vais pas être satisfait de la formation dans laquelle m'a assigné Parcoursup. Mais est-ce que c'est... Attendez, pardon, c'est important
ce que vous dites. Est-ce que c'est possible que Parcoursup vous assigne? Parce que si vous faites des études de sociologie vers la physique, c'est possible ça? Ça veut dire que vous avez fait des vœux en physique, ce qui est quand même... Ou alors qu'on passe en phase après la phase complémentaire en septembre, ou après à ce moment-là on a signé un peu n'importe où. On peut aller de la sociologie vers la physique. Bon, je dis pas que c'est complètement antinomique, mais enfin c'est quand même assez loin. Oui, évidemment, j'ai pris un exemple vaste, mais pendant la phase complémentaire, on doit mettre des vœux dans des formations qui n'ont pas encore 100% de capacité. Donc on peut se retrouver avec des licences parfois qui sont hors France métropolitaine. Et c'est un peu compliqué en un mois d'organiser un déplacement en France, dans les territoires d'outre-mer. Et seconde chose, on peut effectivement, après la phase complémentaire en septembre, se retrouver dans une formation qui n'a absolument rien à voir et qui est choisie selon en fait notre localisation. Alors c'est ça, ce problème de localisation, il revient souvent effectivement dans les commentaires. Comment expliquer ça? Parce qu'on sait alors il y a certains étudiants, tant mieux pour eux d'ailleurs, qui ont la possibilité, les moyens de faire les études là où ils veulent. Enfin, globalement, dans 90% des cas, c'est impossible de pouvoir se déplacer, trouver un autre logement ailleurs, pouvoir financer ses études, se loger, se nourrir, etc. Donc comment fait-on pour avoir cette problématique de localisation qui devrait être de fait, dès le départ, au sein de cette plateforme Parcoursup, ne pas être un problème? En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que seules les universités pratiquent la priorité académique. Après, toutes les autres formations recrutent au niveau national. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en concurrence, quelque part, avec l'ensemble des lycéens de France. Ce qui était peut-être moins le cas avant, où on allait peut-être plus facilement à côté de chez soi, parce qu'effectivement, c'est plus simple en termes de logistique. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est peut-être aussi un problème de place dans l'enseignement supérieur. Et c'est peut-être aussi là qu'il faudrait agir, en fait. Vous arrivez à faire remonter l'information aux sein du ministère, par exemple? Non, pour le coup, il y a un problème. C'est qu'on peut être parfois entendu par le ministère. Notamment, on avait pu parler avec eux de la question de l'inflation des fournitures scolaires. Mais le sujet Parcoursup, c'est qu'il y a une omerta totale au sein du ministère. Et pour revenir sur la question du logement, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des lycéens et des lycéennes qui, justement, s'autocensurent en se disant « Mais moi, j'habite, je sais pas, à Besançon. Je peux pas aller à Paris parce que il faut payer un logement, il faut payer la nourriture, des forfaits téléphones, etc. » Et donc évidemment qu'il y a une autocensure et que du coup on a des élèves qui vont rester dans leur département, et alors que même parfois on a des formations qui ne sont pas accessibles dans tous les départements français. Alors l'argument qui sort à chaque fois, c'est la bourse. Mais oui, il y a des bourses possibles. Mais c'est combien la quantification de boursiers? Vous avez une idée à peu près ou pas? Pour le coup, le côté étudiant, je connais moins, mais pour le coup, de sûr, c'est qu'aujourd'hui, la stat que je connais, c'est que même quand on regarde le nombre de logements Crous et le nombre d'étudiants qui sont boursiers, il n'y a pas assez de logements Crous pour que tous les étudiants boursiers puissent avoir un logement Crous. D'accord, donc si en plus on augmentait le nombre de boursiers, finalement, on se retrouvait toujours avec le même problème, voire plus. Effectivement. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. D'accord, ok. Quand on parle de cette problématique alors je révélais, c'est pas un secret du tout, mais effectivement ces exemples d'étudiants, en l'occurrence un bachelier qui avait postulé dans plusieurs classes préparatoires à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence, mais aussi dans les universités de Paris-Dauphine et de Paris-Saclay. Il dit, mais malgré un bac mention très bien avec plus de 17 de moyenne générale, 20 en maths, j'ai été accepté uniquement dans mon dernier choix, c'est-à-dire à Villetaneuse en Seine-Saint-Denis. Et donc j'ai dû passer par un organisme de conseil d'études à l'étranger. Et c'est comme ça finalement qu'il s'est retrouvé à l'école polytechnique de Lausanne. Maintenant, est-ce qu'on voit aussi des étudiants, alors pour ceux qui en ont les moyens, parce que ça coûte de l'argent, soit on paye effectivement des frais, soit c'est une commission qui est prélevée pendant les études de première année de l'étudiant. Donc est-ce qu'on voit des étudiants qui se sentent obligés de passer par les organismes pour les aider dans l'orientation? Je pense que oui, il y a toujours ça. Et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de coachs de l'orientation qui se développent, etc. Après, c'est vrai que moi, j'ai mis un gros doute quand même, parce que je me dis à quel moment on a une certitude que ça va aboutir quelque part. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'argent là-dedans pour peut-être arriver finalement avec quand même rien? J'ai mis une grosse réserve sur... En tout cas, s'il manque des places dans le public, c'est une voie vers le privé. Donc c'est aussi une idéologie. Enfin, il faut pouvoir réfléchir à ça, peut-être une réaction. Ce qu'on remarque, c'est qu'à partir, le jour même de la publication des résultats Parcoursup, on a une avalanche de publicité sur les réseaux sociaux d'écoles qui ne donnent même pas en fait la matière dans laquelle on peut étudier, juste disent on est hors Parcoursup, venez chez nous, et après avec une petite condition générale écrite en police 4, avec écrit école à 10 000 € l'année, sans prêt et sans
paiement en 2 fois, etc. quoi. Et oui, évidemment. Je rappelle donc que Parcoursup s'est ouvert dès la classe de seconde, même si la formulation des vœux se fait donc à partir d'aujourd'hui, mais en terminale, pour les élèves de terminale. Donc ma question, elle est simple, c'est à quoi ça sert cette plateforme pendant 3 ans? C'est-à-dire que c'est au-delà du fait de justement pouvoir se familiariser avec la plateforme et essayer de comprendre comment ça marche, à quoi ça sert pendant 2 ou 3 ans? Ça sert juste à s'informer surtout, à commencer à regarder un petit peu les formations qui pourraient nous intéresser, à voir comment ça fonctionne, quelles sont les informations qu'on y trouve, parce qu'on y trouve beaucoup de choses, donc on peut aussi facilement s'y perdre. Et comme c'est des questions qui sont importantes dès la seconde, pourquoi? Parce que c'est à la fin de la seconde qu'on fait le choix des spécialités quand on est en voie générale, qu'on va suivre en première puis en terminale. Du coup, c'est intéressant de déjà regarder, en fait, tiens, moi j'aimerais bien étudier dans tel ou tel domaine. Cette formation, elle va plutôt me demander de suivre telle spécialité ou d'avoir des bases dans telle spécialité. Donc peut-être que mon choix, ça va m'aider, en tout cas, à faire ce choix-là. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant dès la seconde de commencer à regarder sans se mettre du tout la pression, mais voilà, regarder un petit peu quels sont les critères, comment ça se passe, comment ça marche, sachant en plus que cette année, il y a une nouveauté qui est plutôt intéressante, je trouve, c'est la possibilité de mettre des formations de côté, en favori, par exemple, si on a déjà une idée de ce qu'on a envie de faire, et de se dire, tiens, effectivement, cette formation, elle m'intéresserait, celle-là aussi, et de les retrouver, en fait, en première, et peut-être en terminale, quand on sera vraiment sur Parcoursup, sans avoir à rechercher, à refaire ce travail de recherche. Donc, en fait, ça permet aussi c'est un clic favori, quoi. Rien voilà, de plus. Exactement. Oui. Mais en fait, ça permet d'éviter de perdre du temps et finalement, c'est aussi une manière d'être actif déjà dans sa recherche et dans les choix qu'on peut faire en fait. Alors, autre exemple, effectivement, je parlais donc de ces jeunes qui malheureusement, jeunes étudiants qui n'arrivent pas à avoir le vœu, l'un des premiers vœux qu'ils ont fait au départ. Il y a aussi un autre phénomène important, notamment dans toute la filière scientifique, où on voit de moins en moins de filles, de femmes, aller vers ces filières-là. Et donc, une instauration de quotas en fait d'admission de filles, de quotas genrés. Et donc j'aimerais votre réaction à ce sujet. Non, pour le coup des quotas, il y en a à peu près partout maintenant, parce qu'il y a aussi des coefficients sur les lycées. Donc selon le lycée d'origine, on a plus ou moins de chances d'arriver dans une formation. Et après sur la question des études scientifiques, moi pour le coup j'avais pas eu ces données-là, mais sur des quotas qui sont faits sur la question du genre, nous on pense pas en fait qu'en réalité que les quotas pour mieux intégrer soit une bonne idée. Nous on pense qu'il faut être la prévention, il faut qu'il puisse y avoir de l'information et dire que à toutes les lycéennes qu'elles peuvent arriver à des études scientifiques, qu'elles peuvent devenir informaticiennes, qu'elles peuvent devenir physiciennes et qu'en réalité il n'y a aucune barrière qui peut les limiter justement. Oui, parce que c'est vrai que cette histoire de quotas, c'est toujours à double tranchant, de savoir si c'est bien de favoriser ou si c'est une vraie question de se dire on va défavoriser du coup certains garçons, certains hommes au profit de certaines femmes qui voudraient le faire juste pour avoir un quota de presque parité qui n'arrivera pas dans ces filières-là. Mais à dossier égal, lors de la sélection de nos futurs étudiants, on peut favoriser une fille, assure Joël Bianco, proviseur du lycée parisien Louis-le-Grand et directeur de l'association des proviseurs de lycées à classe préparatoire aux grandes écoles. Alors ça, c'est égalitaire ou pas égalitaire ? C'est un choix de la formation. Après, je pense que je suis plutôt d'accord. Il faut peut-être intervenir avant, en fait, et essayer de comprendre pourquoi les filles ne s'engagent pas dans ces filières-là, pourquoi il y a un manque de confiance à ce point qui font que les femmes se sentent moins légitimes, peut-être, d'aller dans ce genre de filière, plutôt que d'aller voir ce qui se passe déjà, en fait, dans le supérieur et de vouloir mettre effectivement des quotas. Peut-être se poser vraiment la question de pourquoi elles ne vont pas dans ces filières-là, où elles y vont moins, pourquoi elles y croient moins, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour limiter ce phénomène d'autocensure, en fait, qui est pas normal. On va juste rappeler les dates à retenir pour ceux qui nous regardent. Du 17 janvier, donc aujourd'hui au 14 mars, inscription et formulation des vœux. Vous me dites si je me trompe. Donc chaque élève peut émettre une liste de vœux d'orientation, une dizaine de vœux, 10 souhaits en formation classique et 10 en apprentissage. Du 14 mars au 3 avril, c'est la finalisation des dossiers. Donc les vœux ne peuvent plus être modifiés, c'est bien ça ? C'est ça. En fait, sur cette période-là, on ne peut plus faire de nouveaux vœux. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, en tout cas si on veut effectivement confirmer ces vœux, c'est les confirmer, c'est-à-dire remplir tous ces dossiers, parce que si on ne les confirme pas, les candidatures ne sont pas envoyées aux établissements. Avec une fameuse lettre de motivation, toujours ? Alors oui et non, c'est un peu la nouveauté cette année, elle perd un peu son caractère obligatoire. Cette année, c'est les formations du supérieur qui vont décider si elles vont en demander une ou pas à leurs candidats, donc ça va être à la discrétion de chacun des établissements. Et des candidats aussi, c'est-à-dire que si moi je décide tout d'un coup de faire une lettre de motivation en me disant je pense que ce sera payant, je peux le faire ?
Je pense que ça ne sera pas impossible. C'est un onglet, tout simplement, à remplir. Maintenant, si les formations ne la demandent pas, c'est qu'elles ne les regardent pas. Donc, je ne suis pas certain que ça vaille le coup de passer du temps sur ça. Est-ce qu'on a réglé la problématique de ces étudiants qui se retrouvent à la fin de l'été sans études, enfin sans vœux? Non, sans acceptation. Les statistiques qu'on voit de Parcoursup montrent que pour le coup, les candidates et candidats arrivent à avoir une formation avant la fin des vacances. Après, il reste toujours des futurs étudiants qui n'ont pas de formation encore en septembre. Après, le problème, c'est de savoir où on est assigné. Donc, c'est encore une fois le souci. Il n'y a aucune étude qui montre est-ce que les gens sont heureux de la formation dans laquelle ils ont été assignés. Et donc, nous, en fait, ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il y a 160 000 réorientations qui, en fait, montrent que Parcoursup ne marche pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Marine Hilario, je rappelle, vous êtes chef de rubrique lycée Parcoursup à l'étudiant, magazine L'étudiant. Et Gwen Thomas-Alves, présidente de l'Union syndicale lycéenne. Et je remercie aussi Didier Georges qui était avec nous en tout début d'échange pour réagir à l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir, qui est secrétaire national du SNPDEN. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation. Déconstruire les attentes patriarcales envers les petits garçons avec humour. Et oui, c'est ce qu'a fait Tiffany Cooper, autrice et illustratrice dans le livre jeunesse Patatouille. Le voici, ça c'était le tome 1. Tiffany qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tome 2, tac. Ça c'était le tome 1 sorti il y a 1 an. Tome 2, Patatouille est de retour et aborde le thème de l'amour. C'est sorti le 11 janvier. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, parce que... Allons-y dans l'ordre. Gros carton du premier, dans le premier tome. Vous avez voulu parler du patriarcat. Oh, le patriarcat, ça fait peur. Oh, le gros mot. Oh, oui, c'est le ça. gros mot. Oh, c'est moche. C'est tellement moche quand c'est dit. On va faire un petit monstre. Exactement. Le petit monstre, déconstruire les stéréotypes de genre. Non, ça existe, c'est pas vrai. Si, c'est sûr. Ouais, une mince affaire. Et donc, vous avez dit, tiens, je vais faire naître... Patatouille, un petit monstre qui en fait au départ était un monstre plutôt assez propre, assez gentil, mignon. Et puis tout à coup ça a dérivé.
Ça a dérivé. J'ai proposé ça. En fait, je voulais faire un monstre qui représente le patriarcat, qui viendrait embêter un petit garçon. Et en fait, c'est mes éditrices qui, en le faisant lire à leur fille, m'ont dit elles trouvent qu'il est un peu trop propre. Et j'ai même pas réalisé. Elles m'ont dit n'hésite pas à lui casser un peu la gueule et tout. Et du coup, je lui ai mis des grosses cernes, un œil qui part dans tous les sens. C'est ça, des cernes. Il est vieux, il est un peu flétri par le temps. Et puis les croûtes de fromage. Il sent les croûtes de fromage, voilà. Et là, tout d'un coup, ça ressemblait plus au patriarcat. Voilà. Quelle belle idée du patriarcat vous avez. Il n'est pas faux, ça. On peut redire ce qu'est le patriarcat, justement, pour tous ceux qui nous suivent et qui ne savent pas encore. Oh là là, mon Dieu, Wikipédia. Le patriarcat, c'est l'idée qu'un genre domine un autre, et en l'occurrence, le genre masculin domine le genre féminin. Et depuis que le monde est monde, j'ai envie de dire, ou presque, bon, après, les historiens me contrediront, mais voilà, le patriarcat, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, Patatouille, évidemment, a plu, a manifestement beaucoup plu. Gros carton plein. Solal se réveilla un jour de bien bonne humeur. Ah, j'ai bien dormi, moi. Et puis, il arrive toute une histoire qu'évidemment, je ne vais pas vous dévoiler. Vous allez la lire, vous allez l'acheter, vous allez lire. Mais est-ce que vous trouvez, notamment grâce évidemment à Patatouille, mais aussi à vos confrères et consoeurs qui œuvrent aussi pour déconstruire ce fameux patriarcat, est-ce que vous trouvez que les choses évoluent un petit peu quand même? On a un regard un peu plus honnête sur la question. Alors ça dépend dans quel pays. En France. En France, oui et non. Oui et non, là on va aborder des sujets très politiques, mais quand on voit Emmanuel Macron, ce qu'il a dit hier sur le fait qu'il faut augmenter la natalité en France et il va falloir réglementer tout ça, etc., c'est un peu inquiétant, surtout quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc j'ai envie de dire, là tout de suite, il y a une amélioration, mais il faut toujours surveiller que les choses ne tournent pas dans le mauvais sens, comme récemment aux États-Unis, quand on a vu effectivement la loi, je ne me souviens plus de son nom, contre l'avortement, qui finalement est Roe. Roe versus Wade. Voilà. Alors justement, vous avez commencé, puisqu'on ne va pas parler de politique vraiment, mais c'est quand même très important parce que c'est un sujet que vous abordez évidemment de manière très intelligente et très drôle et dépoussiérée pour les enfants, mais sauf que ça parle aux parents. Et lorsque l'on lit une histoire à notre enfant qui a 5 ans, a priori il ne sait pas encore lire, et donc c'est le parent qui lit. Donc c'est une façon d'éduquer à la fois les enfants et les parents. Et c'est peut-être aussi l'ancienne génération, ou la nouvelle en tout cas, ou les grands-parents, à qui il faut parler. Notamment. Mais c'est ça, en fait, moi j'ai voulu ce livre surtout comme un... Alors déjà, il faut préciser qu'à aucun moment le mot patriarcat est écrit dans le livre, ni dans le livre, ni sur la 4e de couve. Là on en parle, mais en fait vraiment, c'est à l'enfant de le deviner lui-même. C'est en fait, l'idée, ce que je voulais, c'était de faire une boîte à outils pour l'enfant avec des phrases toutes faites qui puissent répondre quand on lui dit « mais tu portes du rose, c'est pour les filles, faut pas faire de la danse, c'est pour les filles », ou quand un enfant veut pas participer, qu'un parent puisse dégainer une phrase toute faite qui est, moi ce que je dis à mon fils, quand on vit ensemble, tout le monde participe. Et il y a des phrases comme ça, à force de leur répéter, ça finit par rentrer. Et moi, je sais que mon fils, régulièrement, il sait que toutes les couleurs sont pour tout le monde. Quand on vit ensemble, tout le monde participe. Et donc voilà, ce livre, il y a vraiment un peu 5 grandes phrases qu'on peut utiliser, ou un enfant pour se défendre dans la cour de récré, ou un parent pour donner effectivement les outils à son enfant, quoi. Pour combattre le sexisme, voilà. Voilà, combattre le sexisme. Et donc, du coup, Patatouille est aussi un livre que l'on peut lire aussi à l'école, finalement, avec ses élèves, car c'est une façon de pouvoir aborder ces thèmes-là. Bien sûr, exactement. Et c'est exactement le propos du numéro 2 aussi. Moi, ce que je voulais, c'était aborder le sujet du patriarcat, mais aussi, pour le 2e, le prisme des relations amoureuses. On parle même d'injonction à la maternité dans le 2e, de charge mentale, de consentement, mais tout ça trempé dans du sucre et de l'humour, bien sûr, sinon ça ne passe pas trop. Et donc l'idée, c'est vraiment que encore une fois, il y a des phrases toutes faites. Voilà, pas tout le monde est obligé d'être maman. Les filles, elles s'habillent comme elles veulent. Quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du bon temps avec cette personne. On lui dit pas ce qu'elle doit faire. Voilà, c'est un peu des petites règles de base. Encore une fois, des outils pour plus tard pour les enfants, quoi. Oui, une façon de parler de l'amour, effectivement, de manière différente. Alors, c'est toujours un thème qui revient, qui est récurrent à la fois dans les livres pour adultes, entre guillemets, et les livres jeunesse. Mais la façon dont vous en parlez est certainement, j'allais dire, beaucoup plus maligne. Je ne vais pas vous contredire. Voilà, il y en a d'autres évidemment, vous n'êtes pas la seule. Mais disons qu'elle est beaucoup plus abordée de manière beaucoup plus fine et élégante. Et il s'agit en fait à chaque fois de pouvoir débattre finalement, parler. Chaque phrase peut permettre une discussion avec son enfant. Parler de l'amour, c'est aussi parler effectivement du genre, c'est aussi parler de la liberté, parler du consentement, mais parler aussi de sexe. Oui.
Tout à fait. Alors là, je parle pas de sexe dans Patatouille. Mais par exemple, à un moment, la petite fille est allongée en train de bronzer. Patatouille lui dit embrasse-la, embrasse-la. Et il dit bah non, on n'embrasse pas. Ah bon, mais depuis quand? Bah, c'est la règle d'or. Parce que mine de rien, on fait voir des dessins animés à nos enfants, notamment La Belle au bois dormant. Et l'autre jour, je le montrais à mon fils, par exemple, et je lui disais tu sais que ça, dans la vraie vie, c'est interdit. Et c'est lui qui me disait mais maman, c'est un film. Ouais, mais c'est quand même important d'avoir ces outils comme prétexte pour aborder des conversations effectivement importantes. Et alors justement, donc, comment réagit votre fils quand il a lu Patatouille? Il l'a écrit avec vous ou il l'a lu après? Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils est blasé maintenant. C'est-à-dire que je dessine depuis 10 ans et il a 5 ans. Donc en fait, voir les dessins de maman dans je vais dans un bureau de presse, je lui ouvre et je lui dis regarde, c'est... Oui, il m'a vu un peu partout, sur des bouteilles d'eau, sur des vitrines, dans des livres. Je dis ah, et mon livre Centre Pompidou, tu l'as vu? Oui, oui. Il est un peu blasé. Mais il est toujours très content de lire mes livres. Après, c'est vrai que vu que je lui en parle beaucoup en amont, je pense qu'il a l'impression de les avoir déjà lus quand ils sortent, quoi. Mais il y a toujours une certaine fierté à avoir l'objet livre et à le partager. Mais là, tout de suite, la question amoureuse, c'est pas une question qu'il questionne. Par contre, je pense que ce serait un bon outil, justement... en temps voulu. Oui, c'est ça. Voilà. Il a quel âge? Voilà, 5 ans. 5 ans, oui, c'est ça. On a un petit peu de temps quand même. C'est une façon aussi de parler de l'illustration de manière générale, de l'art en fait, aussi pour les enfants. Est-ce que vous allez dans les écoles pour parler de Patatouille ou est-ce que vous en parlez autour de vous avec des jeunes élèves, enfin voilà, des plus jeunes que vous croisez lors de vos signatures dans les librairies par exemple, où vous pouvez susciter, parce que vous avez fait plein de choses, vous l'avez dit, hein, vous êtes illustratrice par ailleurs, et moi j'aime par exemple beaucoup vos petits chats qui ont été l'objet de beaucoup d'illustrations. Est-ce que c'est une façon aussi de parler de l'art de manière générale et plus vaste pour pouvoir délivrer des messages? Moi, je crois qu'en soi, c'est pas le dessin qui me passionne, c'est de transmettre des messages. Et le dessin, pour moi, c'est le vecteur que j'utilise pour faire passer mes messages. Et vu que je fais des dessins assez humoristiques, au début, je faisais pas de dessin pour enfants, mais depuis que j'ai un enfant, j'en fais. C'est vrai que ça parle bien aux enfants. J'aimerais beaucoup pouvoir intervenir plus souvent dans les écoles. Pour l'instant, je l'ai fait que dans la classe de mon fils. Je suis venue faire une présentation de mon travail et c'était génial de les voir, de leur dire bah voilà, j'ai pu faire à la fois des baskets, des t-shirts et de leur montrer que ce qu'on leur apprend à l'école, dessiner, c'est pas juste un loisir, ça peut aussi être un métier et que surtout le message in fine c'est on peut avoir une vie créative, on n'est pas obligé de finir avec un métier sérieux, on peut tout à fait vivre de petits dessins. Voilà. Le tome 1, le patriarcat, tome 2, Patatouille, donc Solal est amoureux, c'est l'amour sur le plan large. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au tome 3? Est-ce qu'on peut avoir une info? J'aimerais bien. Après, c'est quelque chose. Le deuxième, c'est les éditrices qui m'ont soufflé l'idée et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc pour le 3, il faudrait réfléchir, mais j'ai envie de dire, heureusement et malheureusement, le sujet est un peu inépuisable et il y a encore d'autres combats à mener. Donc ça mériterait de réfléchir à un tome 3, effectivement. Édition, on ne compte pas pour du beurre. Oui. Édition qui fait aussi quel autre type de livres? On ne compte pas pour du beurre, je suis allée les voir parce que c'est vraiment la maison d'édition inclusive. Elles font que des livres qui montrent des types de familles, qui abordent des sujets qui sont abordés dans quasiment aucune autre maison d'édition, que ce soit pour questionner le genre, l'homosexualité, le patriarcat, vraiment toutes sortes de sujets, l'adoption ou les enfants faits par PMA, etc. Vraiment, moi je voulais travailler avec elles parce que c'est donc 2 personnes qui ont monté cette maison d'édition, qui sont justement parents d'un enfant qu'elles ont fait par PMA. Et je voulais, voilà, ce sujet était important d'être porté par cette maison d'édition-là. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, Tiffany Cooper. Donc je rappelle les 2 tomes. L'actuel, celui qui vient de sortir, c'est le tome 2, Patatouille, Solal est amoureux. Voilà, sorti donc aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Et puis vous pouvez retrouver le numéro 1 que je vous conseille vivement aussi, qui est le premier Patatouille et qui donc est très bien écrit, drôle et qui voilà, déconstruit un peu les stéréotypes. Tous les stéréotypes, mais les stéréotypes de genre en particulier. Voilà, exactement. Merci mille fois d'avoir été sur ce plateau. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invité est le chanteur et ancien candidat de la Starac, Mario Baravecchia. Aujourd'hui, tu es chanteur. Est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais rêvé de faire quand tu étais plus jeune? Alors, je voulais être avocat à la base.
Je voulais être avocat, mais j'ai arrêté les études pour faire le conservatoire et faire de la musique. Mais, à quel âge t'as arrêté comme j'avais, comme tu le disais, une grande bouche, je parlais beaucoup. J'ai pas osé dire grande bouche. Non, mais t'avais une envie d'interagir. Je me dis, tiens, les avocats, c'est bien. Oui, je pense. Et donc, non, je voulais être avocat. Ou alors, je voulais être reporter dans les pays étrangers. Je voulais voyager. Ouais. Et effectivement, je le fais. Je fais pas de reportage, mais j'aime voyager. Je voyage beaucoup. T'as ton magazine aussi. J'ai mon magazine, oui, mais bon, c'est un peu effectivement lié. Et mais je suis pas avocat. Je suis pas avocat. Et je suis content de pas l'être et de faire autre chose. Mais voilà, c'est ce que je voulais faire. Après, la musique a toujours fait partie de moi. T'as commencé la musique à quel âge? Vers 10-11 ans. Les premiers concours de chant. Et puis... Direct des concours de chant. Ah, et mon père qui m'a inscrit à un concours de chant en surprise comme ça. Sans que tu aies pris toi-même de cours au préalable. Ouais. Ah oui. Donc lui, il était convaincu. Il t'entendait chanter. Il m'a fait chanter au restaurant. En fait, il y avait les frères de Frédéric François qui habitaient dans le quartier, qui venaient avec leur guitare. D'accord, voilà. Ok. Et donc, on faisait des chansons italiennes, des grands classiques, tu vois. Et mon père a dû entendre les gens dire, chante bien ton fils, etc. Et il m'a inscrit en concours. Et comment ça se passe, le premier concours? C'était super, enfin, bien pour moi, parce que j'avais gagné le prix du public, mais mal parce que j'étais en stress, je n'ai pas pu gérer mon stress. Je me rappelle, j'ai cassé un verre dans la bouche, tellement j'étais stressé, j'ai mordu le verre, il s'est cassé en morceaux avant de monter sur scène. Heureusement, j'avais rien, mais, bah oui, parce que ouais, j'étais stressé, jeté comme ça sur une scène, je ne connaissais pas du tout le milieu. Est-ce qu'il y avait d'autres chanteurs dans ta famille? Eh bien, écoute, j'ai un vieux cousin qui s'appelle Frank Sinatra. Mais non. Si. Ma grand-mère, en fait, mon arrière-grand-mère s'appelle Francesca Sinatra et c'est la cousine germaine du papa de Frank Sinatra. Ah oui. Et donc, je serai le classe, petit cousin, 6e génération de Frank Sinatra. Mais c'est tout. C'est tout. Plus proche, il n'y avait pas. La musique faisait pas partie de votre famille. Non, non, pas dans ma famille. En tout cas, non, pas à ma connaissance. C'était ton don à toi, en fait. Pas à ma connaissance, non. Ouais. Donc, il y a ce premier concours de chant à 11 ans et qu'est-ce qui se passe après? Après, j'enchaîne les concours. Je fais des concours plusieurs fois par an dans toute la Belgique. Et puis, je sors mon premier 45 tours, j'avais 15 ans. D'accord. Je me fais repérer par un producteur, directeur de chez Carrère à l'époque Belgique. Et mon père fait un contrat donc, avec la maison de disques. On fait un premier 45 tours. Je commence par des émissions de télé sur RTL à l'époque en Belgique. Et très très vite, entre 15 et 18 ans, je suis à la télé, je fais des concerts, des tournées. À quel âge la Star Academy arrive? La Star Academy arrive en... Donc moi, ça je te parle, c'était entre 92 et 96. Ouais. La Star Ac arrive en 2001. En 2001. Voilà. Donc effectivement, à l'âge de 17-18 ans, bon, je m'entends plus trop avec mon père. Je lui dis, écoute papa, c'est pas comme ça que ça se passe dans la musique. Donc j'ai l'impression de connaître mieux que lui et je le mets un peu de côté. Et effectivement, 2-3 ans après, je fais mes valises et je pars à Paris parce que... la Belgique est un petit pays qui est divisé déjà en plusieurs territoires. Donc oui, mais il y a beaucoup de grandes voix en Belgique. Il y a beaucoup de grandes voix, mais qui réussissent grâce à la France, en fait. Et voilà, nous, traverser la frontière, c'était un peu comme le rêve américain. Oui, bien sûr. Et effectivement, moi, j'arrive à Paris, ma valise, je connais personne. Je loue une chambre de bonne au 8e étage d'un immeuble à Cité de Trévise. Elle devait faire 8 mètres carrés, mais vraiment. Bah, ça va, t'es tout petit. Voilà, exactement. Je me suis faufilé sous les combles. Et après, comment ça se passe à Paris? T'as des contacts? Comment tu te débrouilles? De quoi tu vis? Ça s'est passé, mais... Et les études, là, on oublie, c'est que la musique. Mais là, j'avais 20 ans à peine, et j'avais tout arrêté, effectivement, et je dis, je veux réussir dans la musique, je vais à Paris. Et écoute, c'était ma destinée, parce que très, très, très vite, déjà en une semaine, je trouve du travail. Tu fais quoi? Je suis serveur dans un resto, mais dans un resto où ils font des showcases, des concerts, etc. Tu chantes au final là-bas? Pas du tout. J'ai jamais voulu mélanger les deux. Mais je rencontre des producteurs, je rencontre des directeurs de casting qui me font faire des trucs. J'ai fait pas mal de petits rôles dans des films, par exemple. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé à faire des castings pour des comédies musicales, etc. Et arrive après le casting de la Star Ac. C'était déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Mario, pour la suite de Souvenirs d'écolier. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le Zap. Dans ce temps d'avant, c'est tellement patriarcal que les gens qui font les règlements des compétitions sportives, ils ne songent même pas à interdire les femmes, tout simplement parce qu'ils n'imaginent même pas qu'elles puissent arriver. Et
Il y a un exemple. Vous me voyez venir. Vous voyez de qui on va parler. On va parler de Magda. Oh oui, ça Magda Sayers. Et elle dit c'est pas interdit, donc c'est autorisé. Et elle va faire une compétition de patinage en l'occurrence. Patinage. Ouais. Alors on lui interdit parce qu'en fait elle gagne quoi, parce qu'elle est c'est éblouissant. Super bonne. Je suis pas une connaisseuse avertie comme l'est Nelson Montfort qui a préfacé le livre, mais vraiment elle fait des choses spectaculaires. Il n'y a que des photos, mais même fixes, elle semble extraordinairement gracieuse, extrêmement élégante. Je vais vous trouver la photo. Non. Alors, on arrête tout. Les femmes, non, elles n'ont plus le droit parce qu'elles ont des jupes trop longues et ça entrave le mouvement. Le mouvement. En qu'à cela ne tienne, hop, elle remonte la jupe. Je trouve ça... Mais il y en a d'autres. Ouais. Il y en a deux qui essaient... Elle est là, allez, je vous la montre, Magda Sayers, je l'ai retrouvée. Ah voilà. Oui, c'est formidable, oui. 30 minutes de plus chaque jour en primaire, 2 heures de plus chaque semaine au collège. Sur fond de dynamique olympique, Emmanuel Macron, le président de la République, a rappelé sa volonté de dynamisme, d'augmenter le temps de sport à l'école et annonce faire du sport la grande cause nationale de 2024. Vous soutenez depuis des années ces initiatives, notamment cette année en plaçant le sport au cœur de votre stratégie. Oui, il a même pris les gants de boxe, notre président. Donc... On a vu ça il y a quelques jours sur Internet. Oui, moi je le place parce que je pense qu'on oublie qu'on a un corps et une tête. Donc c'est très... Voilà, pour moi on fait partie du règne animal sur plein de sujets. On devrait s'en rappeler pour notre planète. Et je pense que sur les sujets de harcèlement, sur les sujets d'inclusion, regardez des sportifs handicapés faire du sport, vous voyez pas du tout leur handicap. Nous, on a fait du para-badminton avec Meryl Lockett, là, en séminaire, qui est dans nos équipes. Il lui manque un avant-bras, il plie tout le monde. Voilà, on a fait du rugby fauteuil. On accompagne des sportifs de haut niveau et nous, on veut faire du sport, un des piliers de l'éducation. Quand vous voyez ma fille, qui est sur les terrains de rugby, j'aime bien le combat qu'elle mène, parfois plus justement que tout ce qu'on entend sur les réseaux, les plateaux. Je trouve qu'on a des places à prendre. Les femmes sur les terrains de sport, c'est un bel exemple. Le handicap, ça valorise au lieu de stigmatiser. Et puis au-delà de ça, on a un vrai sujet de santé en France, très important. L'obésité en forte hausse. On dit que les collégiens préparent leur infarctus. C'est quand même grave. Si on aime nos enfants, on ne le voit pas toujours dans nos milieux favorisés. Si on aime nos enfants, il faut les faire bouger. Il y a des tonnes de sports différents. Et pour moi, c'est grave. C'est très grave, c'est vraiment un truc de bourgeois de bobo d'en haut de ne pas avoir ce sujet-là. On est en train de rattraper les États-Unis. C'est un vrai sujet. Voilà, de santé physique et psychique. Donc bougeons nos jeunes. Oriane, on a bien compris. Vous, votre truc, c'est la science et vous souhaitez qu'il y ait plus de femmes scientifiques. Vous donnez rendez-vous à toutes celles qui sont attirées justement par la physique les 27 et 28 janvier à l'ENS Paris-Saclay. Ça se trouve à Massy-Palaiseau pour répondre à leurs questions. Comment est né ce rendez-vous des jeunes physiciennes et est-ce que cette première édition est compliquée à monter ou pas ? Alors en fait, le rendez-vous des jeunes physiciennes, au départ, c'est venu d'une idée qui se cale un peu sur le rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes, qui est supporté par l'association Animat et par d'autres associations de mathématiques. Donc nous, on innove ça à l'ENS Paris-Saclay et on est supporté par notre école. Qui a déjà organisé la même chose donc pour les maths et l'info. Donc on se cale sur le même projet et ça se passe plutôt bien. On a déjà pas mal d'inscrites, mais les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc si jamais vous avez envie d'y participer, il y a le petit QR code qui était affiché juste avant. Et donc voilà, en effet, c'est les 27 et 28 janvier, dans la bonne humeur, Alors ça va être... encadré par des femmes et aussi d'autres élèves de l'ENS Paris-Saclay et aussi des professeurs, encadrantes, tout type de gens qui viennent du milieu scientifique et qui sont susceptibles de rendre à l'aise les jeunes filles qui sont intéressées par la physique. Quand je dis que ça croise l'actualité, donc il y a le combat des suffragettes, il y a l'arrivée des femmes. Enfin, on voit qu'il y a un premier mouvement au début du siècle. Il y a d'ailleurs les femmes, un Tour de France féminin. Il va s'arrêter. Il faut attendre quasiment 50 ans pour que ça redémarre. Il y a aussi l'émergence portée par les femmes, toujours dans ce début du XXe siècle, de l'idée du sport santé. C'est bon pour la santé. On retrouve les femmes, le care, le soin, la médecine, toute cette thématique-là. Oui, c'est vrai. Alors, et c'est aussi, je pense que c'était, je ne sais pas, parce que je ne peux pas leur demander, mais je pense que c'était aussi une façon de pousser la porte encore plus loin pour que les femmes entrent. De dire que c'est bon pour la santé, parce que le contraire était la règle. On disait qu'au contraire, avec le sport, on n'allait plus avoir d'enfants, on avait l'utérus qui descendait, enfin des choses absolument abominables. Donc on imagine quand même les parents, ça donne pas envie de faire du sport aux enfants. Évidemment, on n'avait pas très envie, etc.
Vous le savez, Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation nationale, a été nommé il y a quelques jours Premier ministre. Nous avons un nouveau ministre de l'Éducation depuis quelques jours. Si vous étiez Caroline Métro, ministre de l'Éducation nationale, quelle serait votre première mesure ? Ah, aux questions difficiles. Déjà, je trouve qu'on va le regretter. Je le dis parce qu'il avait pris des mesures qui allaient dans notre sens. Moi, je pense qu'on a voulu que toute une génération réussisse de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'il y avait des gens qui pouvaient faire un CAP, qui allaient réussir, et c'était pas forcément dévalorisant, ou en tout cas, on le dévalorisait à tort. Donc, ça irait peut-être dans ce sens de revaloriser toutes les filières, de ne pas faire en sorte... Je dis parfois que je pense qu'un troisième pourrait, il faut pas le voir comme quelque chose, très bien réussir sa vie professionnelle en s'arrêtant en seconde. Voilà, il y en a des choses, et après, en se construisant dans sa vie. Donc, je pense que ça serait, oui, oser dire qu'on n'a pas tous les mêmes formes d'intelligence et qu'on a tous une forme d'intelligence, donc créer des parcours plus différenciés, et j'augmenterai les professeurs. Alors, j'ai pas de baguette magique, mais je pense vraiment qu'un prof peut changer la vie d'un enfant. Donc, et je sanctionnerai plus aussi ceux qui ne sont pas à la place dans le corps professoral. J'ai pas la méthode, c'est pas mon métier, mais je pense vraiment qu'un prof qui tient sa classe, et c'est pas facile, qui est capable de transmettre en pédagogie, qui est bien formé et qui va avoir une évolution de carrière, parce que c'est difficile d'être prof aujourd'hui entre l'attitude des enfants qui est changée et les parents qui se mêlent de tout. La crise d'autorité. Non, mais c'est terrible. Honnêtement, c'est terrible. Moi, j'ai des profs qui abandonnent, ou des profs de bac pro qui lisent les copies à haute voix parce qu'ils ne comprennent plus les copies des enfants. C'est difficile d'être prof et de pas avoir le niveau attendu non plus en face. C'est un métier difficile. Nos profs, nos infirmières, enfin, c'est métiers essentiels. Maxime Paudo, un bon scientifique, est venu avec des chiffres à l'appui. Oui, tout à fait. Et ce que dit Oriane, on ne peut que le constater sur la filière PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. On va avoir une représentativité à 70% d'hommes et 30% de femmes. À l'inverse, sur un BTS d'analyse biomédicale, on va avoir une proportion complètement inversée. Donc, on doit préparer nos élèves du collège au lycée, dans le cadre du travail de l'orientation, vers ces filières-là. Voilà. Et évidemment, une fois que les élèves sont dans les établissements, des actions doivent être menées aussi pour la suite. Et on a également un pôle égalité filles-garçons, animé par une conseillère principale d'éducation, qui contribue aussi à veiller à ces actions au sein de l'établissement. Oriane parlait tout à l'heure de son vécu de lycéenne. Ce sont des choses qui doivent être mises en place pour veiller au bon fonctionnement et au bien-être des filles, des femmes, dans ces classes-là, pour la suite de leurs études et de leur parcours professionnel. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis sur le canal 217 de la box Orange, canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Merci beaucoup à toute l'équipe. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Mani Pézèche, au son, c'est Maxence Mougin. Le maquillage, Emma Razafine Tralambeau. Et puis Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.